Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. On parle du Congo, on parle de toutes les questions liées à l'actualité d'une manière générale dans notre pays. Et pour ce faire, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons pour vous les députés nationaux Kambale Mwassa Alexandre. Il est élu du territoire de Lubero au Nord Kivu. Il est précisément du parti Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, regroupement politique AABC de l'autorité morale, Julien Paluku, le ministre de l'Industrie de l'actuel gouvernement. Honorable, bienvenue. Ok, merci. Merci de répondre à notre invitation. Oui, merci aussi pour m'avoir invité. Honorable, d'entrée de jeu, on va parler toutes les questions d'actualité de notre pays, comme je l'ai dit à l'annonce de cette émission. D'abord, on commence avec l'arrivée ou les rapatriements de la dépouille du premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba. 61 ans après, enfin, une partie de son corps a été rapatriée en RDC en provenance de la Belgique. D'abord, quelles sont vos impressions ? Oui, nous disons que c'est une bonne chose lorsqu'on rapatrie une partie du corps de Patrice Lumumba parce que nous savons sa lutte, nous reconnaissons sa détermination dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. Il n'était pas normal qu'un héros comme celui-là puisse disparaître et qu'on n'ait donc aucune référence pour lui au niveau de notre pays. Les rapatriements aussi, effectivement, ça nous permet de pouvoir approfondir les questions en rapport avec la juridiction, parce qu'effectivement, la mort de Patrice Lumumba, c'était une mort tragique. Pendant laquelle il a été effectivement tué. Nous devrions rechercher normalement le bourreau qui l'a tué et savoir quels sont les comptes que la Belgique devait nous rendre par rapport à cela. Oui, voilà. Oui, honorable, c'est vrai qu'on devrait chercher les bourreaux, ceux qui ont commandité la mort de Lumumba, mais aujourd'hui, il semble que c'est plus à cacher. La Belgique elle-même a d'ailleurs présenté ses excuses parce qu'elle reconnaît quand même que c'est lui le tueur numéro 1 de Lumumba. Mais aujourd'hui, juste une dent de Lumumba qui est restituée à la RDC. Pensez-vous que la Belgique a été réellement sincère à la République démocratique du Congo ? Je le dirais que la Belgique n'a pas été sincère tout au départ à Tia Lumumba. Okay. C'est là où il a manqué la sincérité. La restitution de l'ADA elle-même n'a pas l'importance comme l'importance des valeurs que Lumumba nous a transférées. Okay. Donc Lumumba a incarné des valeurs qu'il a aussi transférées donc, à la population congolaise. La nation congolaise reconnaît, n'est-ce pas, les grandes valeurs de Lumumba dans sa lutte. Et donc ces grandes valeurs-là transcendent même le rapatriement de Sada. Ok. Ah ouais. Et aujourd'hui, bien que la Belgique a franchi quand même un pas, mais il y a aussi des questions à se poser. Pensez-vous qu'en restituant juste une dent de Lumumba peut clore les chapitres d'essai Lumumba, 61 ans après? Ça ne peut pas non plus clore. La procédure juridique devra commencer ou devra continuer pour que quand même la RDC soit indemnisée par rapport à ces dommages que nous avons subis. Parce que quand même, tout premier ministre en exercice est traité comme ça, ça ne peut pas passer sous silence. Même si les excuses ont été présentées, effectivement, c'est un élément atténuant par rapport à la décision ou au jugement qui serait prononcé, mais cela n'annule pas le jugement. Il faut vraiment qu'il y ait un jugement, qu'il y ait condamnation par rapport à ça. D'après vous, honorable Alexandre, donc le chapitre ne vient que de commencer.
Ah oui, ça continue alors, parce que ça a déjà continué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a découvert qu'il y a Inda là-bas. Ok. Ah oui. Lorsqu'ils ont accepté qu'il y a Inda, c'est parce qu'il y a eu une procédure juridique qu'on a découvert qu'il y a Inda qui vient d'être rapatrié. C'est que la procédure doit continuer jusqu'à ce que la RDC et d'ailleurs aussi la famille biologique de Lumumba soit indemnisée. Honorable, on nous parle qu'une commission a été mise en place depuis lors du côté de la Belgique pour statuer sur le dossier, alors qu'ici chez nous, il n'y avait pas encore une commission qui a été mise en place. Et la commission, la dite commission, selon les résolutions présentées, il semblerait qu'il y aurait même des dommages qu'il faudrait donner à la République démocratique du Congo. Il y a des indemnisations qu'on devrait donner à la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut revenir sur ça, donc mettre une commission aussi en place du côté de la RDC et puis accepter ou traiter avec beaucoup de rigueur ou objectivité cette affaire? Oui, ce n'est pas encore tard, on peut mettre une commission. Et nous avons confiance à notre Premier ministre Sama Lukonde, qui a été, n'est-ce pas, chef de cette délégation. Après la mission qu'il est en train d'effectuer, il pourra nous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont résolu? Et faudra-t-il une autre commission pour les poursuites juridiques et judiciaires? Ou bien, effectivement, qu'est-ce qui a été conclu avec la Belgique pendant que lui était à Belgique en train d'aller dans la délégation de rapatriement donc, de la date de Lumumba? Honorable, je rappelle que votre parti, Burek, est de l'Union sacrée. Vous avez comme autorité morale l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon toujours les informations à notre possession, avant de clôturer ces chapitres de Lumumba, déjà il y avait des avancées avec la Belgique sur surtout les indemnisations et dommages et intérêts à l'endroit de la RDC sur la mort ou le décès ou l'assassinat, comme le disent certains, de Marie-Patrice Lumumba. Mais la Belgique ne voulait pas sur le chapitre dommages parce qu'il savait qu'il y aura des sommes et des grosses sommes qui vont sortir. Voilà pourquoi il ne s'attendait pas avec le régime Kabila. Mais aujourd'hui, apparemment, le gouvernement ou le régime Tshisekedi a tout facilité et passe même outre cet aspect des choses. Comment analysez-vous cette affaire? Oui, vous savez, rien n'est besoin de garder le problème, mais il faut en finir avec. Nous félicitons, n'est-ce pas, le président Félix Tshisekedi qui a estimé qu'il faut finir avec ce problème parce que on ne peut pas garder. Quand on garde le problème, c'est qu'on risque de conserver une animosité qui peut éclater un jour. Il était important que nous puissions finir avec ce problème-là et qu'on sache qu'est-ce que la Belgique va payer. Et nous estimons qu'avec cette délégation, le Premier ministre pourra nous dire après qu'est-ce qu'ils ont conclu par rapport à ces chapitres-là. Et nous estimons qu'il va nous donner quand même une réponse satisfaisante. Et aujourd'hui, honorable Alexandre Kambale, dites-nous un peu, selon vous, qu'est-ce qui caractérise la lutte ou le combat de Patrice Emery Lumumba? Ah oui, je viens de vous le dire d'ailleurs tout au début que ce sont les grandes valeurs qu'il nous a transcendées. Nous avons tiré de Emery Patrice Lumumba plusieurs leçons. Effectivement, la lutte pour l'indépendance de notre pays, l'autodétermination de notre pays, c'était vraiment sa lutte. Effectivement, nous avons des faiblesses qui caractérisent notre État pour le moment, mais du moins, au moins les grandes valeurs et les grandes leçons que nous avons y attirées de lui nous ont prouvé que nous pouvons lutter à face du monde et que l'homme blanc n'est pas non plus intelligent que l'homme noir. L'homme noir peut vivre avec son autodétermination. Il a lutté pour l'indépendance économique, il a lutté pour l'indépendance politique. Et donc, nos élus comme moi je suis élu effectivement, nos présidents, nos dirigeants ne doivent plus être comme des marchepieds de l'homme blanc ou de ceux qui se disent puissance, parce que nous pouvons aussi devenir puissance. C'est à partir de lui d'ailleurs que d'autres puissances africaines se sont construites. Oui, ils se sont inspirés de la vision de Lumumba. D'ailleurs, de Lumumba, de ces valeurs de Lumumba, notre parti s'y est inspiré parce que nous, c'est le bloc qui nie l'union du peuple congolais pour l'émergence, la construction des Congo nouveaux et pour la renaissance, donc c'est la rénovation du Congo, du Congolais. Ok. Ouais. Aujourd'hui, pensez-vous que le combat de Lumumba est
incarné par la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, pensez-vous que le combat de Lumumba est bénéfique pour la RDC? Ah oui, le combat de Lumumba est bénéfique pour la RDC parce que, je viens de vous le dire, nous tirons de lui plusieurs leçons. Et ces leçons nous enseignent toujours, nous enseignent chaque jour. Est-ce que c'est et mis ça en pratique? enseignera effectivement les futures générations d'ailleurs. La problématique, c'est là, est-ce que c'est mis en pratique effectivement? Dans la mise en pratique, nous n'allons pas nous dire que c'est totalement mis en pratique parce que nous assistons quand même à certaines situations par lesquelles nous trouvons qu'au moins quand même il y a une déviation par rapport au combat de Lumumba et que nous avons des faiblesses dans la réalisation du combat de Lumumba et nous devons nous employer pour, n'est-ce pas, rencontrer les combats de Lumumba. Honorable, le deuxième chapitre ou le deuxième aspect, s'il faut dire même la deuxième thématique de cette émission, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous êtes député national, élu de Lubero au Nord Kivu. Vous vivez régulièrement ces affres avec votre base et aujourd'hui la situation s'empire. Au jour le jour, nous parlons les groupes armés dans la partie est du pays et les gens meurent tous les jours comme je viens de le dire. Mais le gouvernement de la République démocratique du Congo vient également sur le chapitre M23 suspendre tous les accords, traités et documents signés avec la République rwandaise. Pensez-vous que la mesure est salutaire? Ah oui, en fait, en relations internationales, chaque État doit prouver, doit chercher son intérêt. Mais aussi, il y a un aspect, un principe qu'on appelle la réciprocité. C'est que nous nous sentons agressés par les Rwandais, et ce n'est pas moi qui le dis, ça a déjà été dit par plusieurs autres acteurs politiques de notre pays, parce que nous, on était en train de les décrier, nous qui sommes de l'Est, nous étions en train de les décrier que la guerre que nous subissons à l'Est, c'est une guerre d'agression. Heureusement pour nous aujourd'hui, on nous a compris, le président de la République et tous les autres acteurs politiques du pays ont compris que nous sommes agressés par le Rwanda et que nous devons mettre cela au public et que tout le monde sache qu'il y a une agression et nous devons lutter contre donc cette agression-là. C'est pour cela, n'est-ce pas, que le président de la République s'est prononcé quant à ça et il y a une décision. Cette décision, je dis, est salutaire parce qu'à partir de cette décision, donc de suspension, des accords, etc. Et aussi, mais je me dirais, il faudrait quand même que certains aussi accords soient annulés au lieu de la simple suspension. Et cette suspension, ça pèse aussi sur les Rwandais. Et si ça pèse sur les Rwandais devraient revenir quand même à son comportement et chaque fois nous agresser. Vous êtes de l'Union sacrée, mais on parle qu'il y a des accords signés entre le Rwanda et le régime de Tshisekedi. Et on parle des accords secrets qu'il faudrait d'abord rendre publics. Êtes-vous sûr et d'accord avec ce que disent certains? Est-ce qu'il y a des accords secrets? On les dit. Oui, s'il y a des accords secrets, il n'y a pas de secret sur cette terre, on va toujours découvrir de quoi il s'agit. Mais du moins, j'estime qu'il n'y a pas des accords secrets jusque-là avec le Rwanda, parce que les accords qui étaient avec le Rwanda, c'est notamment les accords sur l'aviation, par lesquels les Rwandais devaient voler sur l'espace congolais. Qui figure parmi les mesures prises par le gouvernement. C'est parmi les mesures prises, la suspension des vols de Rwandais sur le sol congolais. Lorsqu'on dit qu'il y a des accords secrets, ces accords secrets vont produire quoi? Et ces accords secrets vont s'exercer où? Si ces accords secrets peuvent rester secrets, c'est qu'ils ne sauront pas être exercés. Mais si l'on veut exécuter les accords signés, on les exécute sur le sol congolais. Et nous, les Congolais, nous allons voir qu'il y a un accord qui a été signé, qu'il y a, n'est-ce pas, un accord qui est en train d'être exécuté. D'ailleurs, ça passe par vous à l'Assemblée nationale. C'est comme l'accord qui a été fait avec l'Ouganda, où l'armée ougandaise devait intervenir en RDC. Et quand l'armée ougandaise est venue en RDC, tout le monde a vu qu'il y a l'armée ougandaise qui intervient en RDC dans le cadre de la mutualisation. Et donc, s'il y a des accords qui ont été signés avec le Rwanda, je pense que nous devons faire confiance, n'est-ce pas, à notre président de la République. S'il fait des accords, il est déterminé pour mettre fin à la guerre et nous voyons vraiment cette bonne volonté qu'il a. Le problème qu'il a, c'est qu'il y a certains problèmes du régime passé
qui continue à affecter même notre élite pour le moment. Et c'est pour cela que nous lui encourageons de pouvoir prendre l'élan et de pouvoir braver la peur, de prendre des décisions qui s'imposent pour que quand même nous puissions recouvrer la paix à l'est de la RDC. Mon honorable, restons toujours dans le chapitre. Comment trouvez-vous également les résolutions du 3e conclave de l'UAC, le 3e conclave qui a réuni le président Tshisekedi, le président Kagame, Museveni, Salva Kiir, Ndayishimiye, autour de Uhuru Kenyatta. Comment trouvez-vous les résolutions de cet accord? Parce qu'on parle qu'il faudrait faire venir d'autres forces régionales, toujours sur le sol congolais, pour éradiquer les rebelles du M23. Ne voyez-vous pas que c'est quand même une force, une présence de forces régionales de plus, hormis la MONUSCO? Comment trouvez-vous quand même ces mesures? Hormis la MONUSCO et la mutualisation avec l'Ouganda. Oui, en fait... quand on recherche la solution, il faut la rechercher par tous les moyens où on peut l'avoir. La solution dont notre peuple a besoin, c'est la paix. Nous avons besoin de la paix, n'importe quelle voie par laquelle on va y aboutir. Donc, on ne va pas voir le voie que les autorités vont emprunter, mais nous voyons la finalité des approches que les autorités vont pouvoir appliquer. C'est ça. Mais ne voyez-vous pas, honorable, excusez-moi de vous interrompre un peu, vous ne voyez pas que c'est quand même risquant pour les pays lorsque vous voulez qu'une force régionale vienne sur le sol congolais, alors que cette force, les éléments de cette force appartiendraient aux pays qui nous font problème, tels que le Burundi, le Rwanda, le Burundi. Est-ce que c'est pas un problème encore créé de nouveau? Ça, c'est un problème. Vous savez, à l'époque, Vital Kamerhe, quand il était président de l'Assemblée nationale, il a eu à démissionner à cause de l'intervention, n'est-ce pas, du Rwanda en RDC, parce que lui n'était pas, le Parlement n'était pas d'accord, ou le Parlement n'était pas d'accord avec cette intervention. Effectivement, nous ne pouvons pas croire que c'est le bourreau qui va nous amener la paix. Le bourreau ne peut pas être celui qui va nous protéger. Ça, c'est concret. Il ne faut pas être d'accord avec ça. Nous ne pouvons pas croire que c'est le Rwanda qui peut nous protéger. C'est pour cela que nous avons refusé que le Rwanda puisse intervenir, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans les accords, à moins que je me trompe, je pense que les accords ne sont pas encore rendus publics. S'il y a bien sûr des accords, il faut qu'on sache quel pays va intervenir chez nous. Nous nous encourageons la coopération bilatérale, que la coopération multilatérale à travers comme les organisations régionales. Nous estimons que la collaboration de notre pays avec un autre État de manière directe peut nous être utile que la coopération, l'intervention militaire régionale. Non, il faudrait que notre chef de l'État passe à une coopération bilatérale avec un État fort et ça nous permettra de renforcer. Mais pourquoi nous estimons que la protection de notre pays ne doit venir que de l'extérieur, parce que ça c'est aussi une question. Les gens pensent qu'il faut toujours que ce soit l'extérieur qui nous aide pour que nous puissions nous renforcer. Nous ne pouvons pas nous organiser. Pourquoi? Effectivement, nous l'avons toujours décrié, nous qui sommes députés de l'Est, que pendant la guerre, nous devons avoir des attitudes à prendre. Les attitudes à prendre, c'est tel que le recrutement dans l'armée. On ne peut pas être dans une guerre pendant autant d'années, mais on n'organise pas de recrutement. Parce que nous avons un problème des effectifs. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même l'a eu à le dire. Quand il est arrivé à Beni, il estimait qu'il y aurait 21 000 hommes à Beni. Mais quand il est arrivé, il a dit qu'on n'a même pas 7 000 hommes. Et pourtant, le gouvernement est en train de payer 21 000. Ça signifie qu'il y a des places qui peuvent être couvertes par le recrutement. Ces vides-là, il faut les combler par le recrutement de nouveaux éléments. Autre chose, c'est le recrutement va pouvoir répondre à la problématique de l'âge au sein de l'armée. Il y a beaucoup, on ne peut pas continuer à compter les invalides comme effectifs.
Et on ne peut pas compter les invalides, les personnes tellement âgées comme non, il faut renforcer nos effectifs. Et rajeunir aussi l'équipe. Effectivement, c'est une détermination d'ailleurs de notre gouvernement. C'est pour cela que le gouvernement a estimé que pendant cette période que nous serons à vacances, va essayer de revenir sur la loi de programmation militaire. Et la loi de programmation militaire, effectivement, intervient le recrutement des Allemands au sein de l'armée. Et nous estimons que notre gouvernement s'y emploie. Néanmoins, pour le moment, parce que nous avons besoin d'une solution immédiate, avant donc tout cela, nous avons besoin d'une force extérieure qui puisse nous aider afin de pouvoir recouvrir la paix. Parce que c'est une pression. Notre pays est sous une pression et nous devons chercher la solution. À se défendre. À se défendre. Et pour se défendre, si nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous défendre parce que le pays ne vit pas à vase clos, nous devons coopérer avec un autre État et nous encourageons la coopération bilatérale telle que ça a été fait avec l'Ouganda dans le cadre de la mutualisation. Vous préférez la coopération, comme vous l'avez dit, honorable, mais restons tout dans ces chapitres. Peut-être deux petites questions avant de clore cette thématique. On parle également, selon les propositions, pour justement pallier à la question, certains proposent l'érection d'un mur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'autres préfèrent même faire appel à l'armée russe sur le sol congolais pour en finir une fois avec le Rwanda. Partagez-vous le même avis? Vous savez, comme je viens de vous dire, que d'abord je commence par la dernière question qui parle de l'appel à la Russie. Oui, l'appel à la Russie, pour le moment, me semble être atypique dans la mesure où beaucoup d'autres puissances ne sont plus d'accord avec ce que la Russie fait à l'Ukraine. Mais il faut trouver la solution pour nos populations. Vous comprenez, lorsque nous cherchons la coopération, on ne peut plus chercher la coopération avec un État qui est à problème aussi, avec d'autres puissances. Sinon, toutes les autres puissances peuvent se déverser sur nous, contre nous. Parce que nous ne cherchons que la coopération avec une puissance qui a problème avec d'autres. Nous devons chercher une puissance, même une puissance africaine qui puisse nous aider, au lieu de recourir aux puissances asiatiques, européennes, etc. Nous pouvons recourir aux États africains qui peuvent nous aider contre ce qui se passe au Nord Kivu, notamment avec l'agression du Rwanda. Ce n'est pas que le Rwanda est un pays plus fort que tous les États de l'Afrique et que nous ne pouvons pas trouver un autre État africain qui puisse nous aider. Oui, c'est ça. C'est le moindre des États. C'est parce que nous ne nous sommes pas bien organisés qu'on n'a pas pu frapper, n'est-ce pas, le Rwanda. Et la deuxième proposition? Nous avons besoin que... Oui, la deuxième proposition, c'est la question qui concerne l'érection d'un mur. L'érection des murs. Okay. Oui, l'érection des murs, ce n'est pas mauvais. Nous n'avons que quelques kilomètres qui nous séparent avec le Rwanda. Y ériger un mur, je pense que ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose à encourager. Nous devons y ériger un mur pour que tout le monde sache que voici nos limites et que toute personne qui escalade le mur pour entrer ailleurs, on le saura. Parce que le Rwanda est en train de se dire que ce n'est pas lui qui appuie le M23 et pourtant c'est visible que les Allemands du M23 viennent du Rwanda. Ils viennent tout droit du Rwanda, ils entrent chez nous en RDC. Et si on érige un mur, nous estimons effectivement qu'on le saura clairement que tel est venu du Rwanda, il n'y aura plus de jets de cache-cache, il n'y aura pas de gens qui vont passer par la brousse pour entrer en RDC. Mais aussi, l'érection du mur n'est pas une solution absolue. Durable, voilà. Oui, ce n'est pas une solution durable parce qu'on peut avoir un mur et laisser passage sur le mur. Oui. Les gens vont mettre des escaliers pour escalader les murs et vont nous atteindre. C'est ça. La meilleure sécurité, c'est de renforcer notre puissance militaire. Et donc, l'État ne peut vivre que dans son intégrité territoriale que lorsqu'il a une armée puissante. Et nous devons compter sur l'armée, la formation de notre armée. Même si nous pouvons recourir aux puissances extérieures pour le moment, mais notre objectif, notre but doit être celui de former une armée puissante. C'est ça
Oui, et c'est ce qui forme l'État. Et d'ailleurs, c'est l'État lui-même, par sa création, n'a été créé que tout à considérer que c'est lui qui va constituer une puissance. Et si l'État n'a plus de puissance militaire de protection de son intégrité territoriale, c'est un État qui manque de subsistance. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de vous poser cette question, honorable, en rapport avec l'érection d'un mur entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que cela ne va pas compromettre les échanges commerciaux entre les deux États aussi? Non plus, ça ne peut pas compromettre les échanges entre les deux États parce que les frontières, les frontières seront ouvertes au niveau des lieux de jonction, parce que ce n'est pas que Bunagana effectivement est contrôlé aujourd'hui par le Rwanda, mais il y a des douanes. La douane ne sera pas fermée. On va fermer juste les milliers par lesquels les ennemis passent, mais la douane sera restée ouverte. La douane est contrôlée. C'est pas à la douane que les ennemis, surtout de notre pays, passent. Ils passent par d'autres voies qui ne sont pas de la douane. On doit renforcer en même temps notre DGM, donc nos services de sécurité, y compris DGM, ANR, etc. Mon honorable, aujourd'hui, sur ces chapitres, on vous pointe du doigt. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, un député de l'Est, précisément de Lubero et du Nord Kivu. On dit que, d'ailleurs, votre président Mbosso l'a dit au perchoir, que vous aussi, les députés nationaux, vous êtes des mèches avec les groupes armés, vous êtes impliqués à ça. Oui, vous savez, le droit dit, celui qui allègue les faits, il n'a qu'à les prouver. C'est ça le droit. Il a allégué les faits. Mais il faut lui demander de le prouver. Quelle est la preuve qui peut justifier qu'un député serait à mèche avec les groupes armés? Il faut qu'on le montre. Ne sont pas en connivence avec les groupes armés. Oui, mais il faut qu'on le prouve. S'il y a un député de l'Est qui est avec les groupes armés, il faut qu'on le prouve, qu'on dise il y a tel. Et voici le preuve. Et s'il y a des preuves, au niveau de l'Assemblée, nous n'allons pas tergiverser, nous allons lui livrer devant la justice. Oui. Et d'ailleurs, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse venir avec des preuves et nous montrer que tel est dans les groupes armés. On ne peut pas prendre des déclarations, des généralisations empiriques qui n'ont pas de sens. Il faut se dire tel, au lieu de dire les députés de l'Est. Non, les députés de l'Est, tous, ne sont pas, n'est-ce pas, de même caractère, effectivement. Comme on peut dire les députés de l'Ouest, non, ça c'est vague. Il faut se dire, tel député est dans les groupes armés, il a été dans tel groupe, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait avec les groupes armés actifs pour le moment, et on doit le démontrer, et si l'on le démontre, au niveau de l'Assemblée, nous n'allons pas tarder à les livrer devant la justice. Honorable, aujourd'hui, pour en finir avec la situation de l'Est, toujours dans le cadre des propositions, des solutions, il y a d'autres même qui pensent qu'il faut clairement, sans tergiverser, déclarer la guerre avec le Rwanda. Pensez-vous que notre armée est vraiment en mesure de déclarer la guerre avec le Rwanda au regard de tout ce que vous venez d'évoquer ici, d'ailleurs sur le plan armement, nous ne sommes pas encore forts. Côté économique, ça pose encore des sérieux problèmes. Vous pensez que c'est aussi une bonne option? Bon, vous savez, pour déclarer la guerre, il faut s'être déjà préparé. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être mis en compte. Il faut se préparer sérieusement et savoir si, en proclamant la guerre, nous pouvons gagner ce que nous avons échoué pendant qu'on n'a pas proclamé la guerre. Okay. Effectivement, qu'on n'a pas encore échoué, on est encore à la bataille. Mais est-ce que la proclamation de la guerre nous garantit quoi? Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Est-ce que nous sommes déjà préparés? Parce qu'il y en a qui se disaient qui veut la paix prépare la guerre. Est-ce que nous nous préparons par rapport à la paix dont nous avons besoin? Si nous sommes en train de nous préparer, mais nous ne nous sommes pas encore préparés suffisamment, ce serait imprudent de proclamer donc, la guerre. Ça permettrait au Rwanda de venir intervenir directement, officiellement chez nous. Effectivement, il est en train de se cacher à travers les M23, mais nous ne pouvons pas permettre à ce que le Rwanda vienne directement intervenir chez nous de manière officielle, même si nous l'avons déjà, n'est-ce pas, cité parmi nos agresseurs, effectivement. C'est déjà connu qu'il est parmi nos agresseurs, et nous devons laisser la chasse aussi à l'intervention diplomatique
pour réussir, parce que c'est aussi une autre manière de faire la guerre. On ne peut pas faire la guerre des armes sans diplomatie. La diplomatie peut faire taire les armes. Oui, nous comptons sur ça. Nous encourageons le président de la République. D'ailleurs, nous l'avons encouragé lorsqu'il a accepté d'adhérer à l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons estimé que c'était ligne de voie par laquelle on devait trouver la paix, parce qu'on serait déjà dans une même organisation, et à travers l'organisation, on saurait les différents avantages qu'on va se partager en tant que membre de l'organisation. Nous ne comprenons pas comment le Rwanda peut nous faire la guerre pour le moment pendant que nous sommes déjà dans l'organisation. C'est une mauvaise manière de nous accueillir. On ne peut pas recevoir les bébés par des coups. C'est que le Rwanda nous a vraiment très mal accueillis. Et nous demandons donc au chef de l'État de continuer la diplomatie pour persuader les autres membres de cette organisation de pouvoir reprocher le Rwanda par rapport à ce qu'il fait. S'il estime qu'il y a un pays, parce que moi j'ai dit j'encourage la coopération bilatérale, militaire, s'il estime qu'il y a un autre pays qui peut nous aider à vaincre le Rwanda, ça serait mieux. Et d'ailleurs, il y a d'autres façons d'affaiblir le Rwanda. Il y a l'aspect économique. Vous savez que pour aller à Goma, à Bukavu, il faut contourner par le Rwanda. Non, nous devons faire nos routes. Et si nous faisons nos routes, nos véhicules n'ont plus besoin de traverser par le Rwanda. Et le Rwanda va se sentir asphyxié. Parce qu'on dit que près de 50% de l'économie rwandaise, ça vient de la RDC. Ça serait d'ailleurs une moyen d'isoler le Rwanda. Si nous l'isolons sur le plan économique, eh bien le Rwanda va venir s'agenouiller devant nous. Oui, nous devons travailler sur plusieurs aspects pour que quand même le Rwanda puisse nous respecter. C'est là nous ne devons pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Nous devons voir de quelles mesures effectivement reprocher l'Ouganda, parce qu'on dit que lorsque le M23 a atteint le Bunagana, c'est que le M23 serait passé par les territoires ougandais. Bien sûr que nous avons attendu que l'autorité militaire qui était sur place au niveau de l'Ouganda a été quand même sanctionnée. Nous estimons qu'il faut renforcer la coopération avec l'Ouganda. Parce que en renforçant la coopération avec d'autres États qui nous entourent, nous saurons mettre à l'écart l'ennemi, et l'ennemi pourra peut-être revenir à ce qu'il fait. Honorable, vous êtes de l'Union sacrée. Certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, tout ce que la RDC est en train de vivre avec le M23, c'est l'absence de l'autorité de l'État, et parce que les mêmes M23 a été vaincus en 2013 avec Kabila. Aujourd'hui, vous ne parvenez pas à résoudre cette question. Pourtant, à l'opposition, vous étiez au courant de tout avec l'actuel chef de l'État qui vient de l'opposition. On parle on dit qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Êtes-vous oui, contribuez-vous cette opinion? De l'autorité de l'État, non pas sur toute l'étendue de la République. Absence de l'autorité de l'État sur certaines entités, certaines circonscriptions, notamment effectivement à l'Est et à Beni, là où les gens chaque jour. On ne peut pas dire qu'il y a l'autorité de l'État, parce que l'autorité de l'État, c'est l'autorité qui s'impose pour maintenir la paix et la stabilité. Oui, c'est ça l'autorité de l'État. Et lorsqu'on dit qu'il y a absence de l'autorité de l'État, je suis d'accord pour certaines entités, non pas pour la totalité. Oui. On parle de Tshisekedi parce que c'est lui les garants du bon fonctionnement des institutions, et c'est lui qui doit rassurer la sécurité de la population. Même ceux qui sont tués dans des petites entités là, ce sont des Congolais. Voilà pourquoi on dit qu'il est incompétent. C'est pourquoi il vous dit que le M23 n'est plus le M23 réel, originaire, c'est le M23. C'est le Rwanda qui est caché dans le M23. Okay. C'est le Rwanda qui est caché dans le M23 qui nous agresse. Et d'ailleurs, moi, je vois aussi la guerre du M23 autrement. Je me dis, ça, c'est une dissimulation de la guerre qui se passe à Beni. Okay. En fait,
nous avons toujours décrié l'implication du Rwanda dans le massacre qui s'est fait à Beni, et pour essayer de distraire l'opinion, ils viennent encore avec la M23 pour détourner l'attention de la République au niveau des massacres de Beni. Ils détournent l'attention de la République vers Rutshuru, alors que l'attention était vraiment concentrée à la situation de Beni et de l'Ituri. Donc, du massacre de Beni et du retour vers Irumu. Et donc, lorsque l'M23 revient comme ça, c'est pour détourner l'attention de notre gouvernement pour qu'il continue le massacre, effectivement, que le massacre continue au niveau de Beni, pendant que l'M23 est en train d'attaquer, n'est-ce pas, les territoires de Rutshuru. Effectivement, on parle pour le moment moins des massacres de Beni. L'attention est maintenant tournée vers l'occupation du M23 au niveau de Bunagana. Et tout ce qui se passe à Beni, on n'en parle plus. Et pourtant, les gens continuent à mourir. Mais comment appréciez-vous le silence ou le comportement de la communauté internationale? En fait, le silence ou le comportement de la communauté, d'ailleurs, quand on parle de la communauté internationale, je me dis, c'est laquelle? C'est une structure inexistante. C'est l'ONU qui serait la communauté internationale. Mais l'ONU qui est chez nous avec la MONUSCO, pas plus qu'hier, on me disait que la MONUSCO vient de quitter Rutshuru, il se déplace, je ne sais pas pour quelle entité. Pendant que Rutshuru est attaqué, la MONUSCO se déplace vers Goma. N'est-ce pas là une complicité? Bon, on se dit, mais c'est quoi? La MONUSCO doit continuer. Si la MONUSCO a la bonne foi de nous aider, la MONUSCO devrait nous aider. Mais parce que elle vous a savez, toute une mission là, vous savez, en RDC, vous savez, de sécuriser nos biens. Vous savez, l'ONU, presque tous les pays africains sont dans l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est là où il y a des sérieux problèmes. Ce sont aussi les États africains qui nous attaquent, qui sont aussi membres de l'Organisation des Nations Unies. Et si les Nations Unies auraient réussi, il n'y aurait plus de guerre au monde. D'ailleurs, la création des Nations Unies, c'était la réponse à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était pour mettre la paix dans le monde. Et s'il n'y a pas la paix au monde, qu'est-ce que nous allons dire de l'Organisation des Nations Unies? C'est un échec. Mais c'est l'échec, effectivement. Et c'est l'échec de l'Organisation des Nations Unies que nous vivons dans notre pays. Parce que si l'organisation aurait réussi, il n'y aurait pas de guerre. L'organisation, c'est l'organisation qui a tous les États qui font même les armes, qui ont des armements lourds. L'organisation a des pays comme ça. Et comment nous pouvons être agressés pendant plus de 20 ans et l'organisation dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas capable de finir avec la guerre, même tout en état dans notre pays. Ça signifie que la honte que nous vivons dans cette agression, c'est une honte mondiale, c'est une honte de l'Organisation des Nations Unies. Et d'ailleurs, la MONUSCO a accepté de partager cette honte avec nous. C'est pourquoi elle est là, elle se balade. Pourquoi pas quitter le sol congolais et la MONUSCO? Nous avons demandé ça, nous, de l'Est. On a dit, mais que fait la MONUSCO? Mais ça tarde. Les gens continuent à être massacrés, mais la MONUSCO est là. Mais sa présence n'a pas d'impact. Pourquoi ça tarde, cette opération? Effectivement, si la MONUSCO ne peut pas partir, mais il faut qu'elle corrige sa façon d'agir. Et donc, c'est à nos autorités d'imposer à la MONUSCO quoi la MONUSCO vient faire. Vous faites partie de ces autorités-là. Mais effectivement, c'est ça. Et puis, nous, députés, nous avons notre niveau de prise de décision. Et il y a aussi un autre niveau de prise de décision sur les plans, surtout militaires. Si les plans militaires, ce ne sont pas les députés qui décident. Non, nous savons. Oui. Sur le plan militaire, il y a le gouvernement qui décide. Mais d'ailleurs, que ce soit pour d'autres activités, les sociales, ce n'est pas les députés qui décident forcément du social de la population. Nous pouvons décider. Mais ce que nous avons décidé, si ce n'est pas mis en application par le gouvernement, mais c'est rien. Et nous devons, c'est pourquoi nous contrôlons le gouvernement, nous faisons une pression sur le gouvernement pour qu'on revoie, n'est-ce pas, les accords avec la MONUSCO, qu'on revoie quand même le contenu du contrat avec la MONUSCO, qu'on sache si la MONUSCO pendant 20 ans n'a pas si impacté sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut encore faire
Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut revoir dans son contrat pour qu'il nous soit valable? Honorable, on touche justement au troisième et dernier chapitre de cette émission. Vous êtes député national, vous venez de clôturer la session de mars à l'Assemblée nationale. Comment jugez-vous la session de mars? Oui, nous venons de finir la session de mars. La session de mars était marquée par plusieurs événements, notamment les contrôles du gouvernement. Nous avons fait les contrôles du gouvernement, nous avons voté plusieurs lois, y compris la loi électorale. Pour les contrôles du gouvernement, effectivement, nous avons eu même à voter une motion contre un ministre de l'économie, tout en estimant que quand même il a exagéré avec son comportement, il devait changer. Parce qu'il n'a pas changé, nous avons décidé de le mettre à côté. Et nous estimons que le nouveau ministre qui sera nommé par le président de la République pourra corriger les échecs qu'a connus son prédécesseur. La session était tellement mouvementée parce que la loi électorale n'était pas facile. Ok, il faut même en parler. La loi électorale n'était pas facile parce que c'est comme si nous avons plus durci aussi la loi électorale. On a vraiment durci, il n'y a pas eu trop de facilité. Même ceux qui ont proposé la modification de la loi, à un moment, le G13 a proposé effectivement ce qu'il croyait être de bonnes choses. Mais à un moment, le G13 est arrivé à sortir, ne plus accompagner ses propositions. C'est parce que vous ne les avez pas pris en compte. Ses propres propositions. Effectivement, lorsque vous proposez quelque chose, il ne faut pas croire que ce que vous avez proposé est absolu. Okay. Il faut comprendre que ce que vous proposez peut être modifié par les autres. Et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Et que lorsqu'on a estimé que les différentes propositions de modification de nos collègues, d'ailleurs, nous ne pouvons pas dire que tout a été rejeté complètement. Il y a certains points, certaines thématiques que nous avons eu à adopter, à voter au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas que tout a été rejeté, mais malheureusement, lorsqu'on estime qu'il faut prévaloir toujours son idée et croire que ce que donnent les autres comme avis n'est pas bon, aussi zone. Mon honorable, pensez-vous que l'actuelle loi électorale que vous avez votée à l'Assemblée nationale sera bénéfique au peuple congolais pour les élections de 2023? Ce n'est pas déjà une tricherie formalisée? Pas du tout une tricherie. Pas du tout une tricherie déjà formalisée. Moi, je me dis que cette loi est bénéfique au peuple congolais parce que c'est une loi qui renforce la légitimité des élus. Ça renforce la légitimité des élus dans la mesure où d'abord ça crée d'abord un double seuil. Là où je disais que la loi a été durcie. La loi a été durcie avec les seuils de recevabilité des listes, les seuils de répartition des sièges. Ça durcit quand même la loi. Ça permet aux organisations politiques, les partis politiques et les regroupements politiques, de pouvoir se constituer en grand ensemble politique pour que nous puissions agir dans la communauté. C'est fait de durcir avec les décès, ça permet au finish, au président de la République qui sera élu, de pouvoir constituer avec facilité son gouvernement. Ce sont des avantages que nous retrouvons donc dans la constitution des grands assemblées, parce que quand on a les grands assemblées, on sait décider si telle assemblée aura autant de ministres, telle assemblée aura autant de ministres. Mais avec le contexte actuel, vous avez compris que même la nomination du gouvernement traîne. Ça traînait parce qu'il faudrait des conciliables de dire la prise en compte de tel ou tel autre parti, un parti qui a des députés nationaux, un parti qui a 3 députés, veut aussi avoir un ministre. Et nous en aurons combien?
Et on ne saurait pas décider sur la réduction du nombre de ministères lorsqu'on n'a pas de grands assemblées. C'est lorsqu'on a de grands assemblées, telle assemblée, c'est ça satisfait avec ce qu'il a eu. Vous avez évoqué les points. Nous estimons que ça, c'est un élément quand même important parmi les avantages. Un autre élément, quand j'ai évoqué que les élus seront plus crédibles devant les peuples, c'est plus légitime. La légitimité, ça renforce la légitimité parce que nous avons dit que les résultats, on a accepté que les résultats soient publiés au niveau des centres de compilation de vote. Ok. Pas question des bureaux par bureau. Oui, par bureau d'abord, Ok. on doit afficher les résultats bureau par bureau. Ça, nous avons accepté. Ok. Parce qu'à chaque bureau, on connaît qui a eu autant de voix. Tel a eu autant, et c'est affiché, chaque bureau affiche tel candidat a obtenu autant de voix. Chaque centre de compilation, c'est au niveau des territoires et au niveau des villes. Chaque ville publie les noms des élus, les noms des élus de sa ville. Alors de sa ville ou de son territoire. Et on connaît dans notre territoire, selon la compilation des données que nous avons obtenues des bureaux, c'est tel et tel et tel qui sont passés comme députés. Ça devait réduire, je pense, le nombre de contentieux qui devaient être portés devant les juridictions. Ça c'est un aspect important et c'est l'un des avantages. Ça renforce la légitimité, bien sûr, comme je viens de le dire, des élus parce que c'est publié au niveau même des bureaux. Ok. Mais aujourd'hui, honorable, ne voyez-vous pas que non, l'aspect ou la décision que vous avez fait passer toujours dans la même loi électorale, du fait que d'autres partis politiques qui n'ont pas compétit peut-être dans les 2 derniers cycles électoraux et d'autres qui n'ont pas des députés n'ont pas droit d'exister. Je ne sais pas moi si je me trompe, il semble que je l'ai vu au Sénat parce que j'ai participé à la plénière du Sénat parce que la loi a été envoyée au niveau de la PHU du Sénat, là où il y avait un débat roulé, j'ai participé, j'ai assisté. On a soulevé cette exception. Voyez-vous toujours cet aspect des choses aussi bénéfique lorsqu'on écarte d'autres partis politiques à compétir? Il n'y a pas de partis politiques écartés pour compétir. Tous les partis politiques sont pris en compte. L'essentiel, c'est que les partis politiques se regroupent. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons regroupement politique. On dit que si vous n'avez jamais assisté ou participé aux élections, vous n'aurez pas droit aux élections de 2023. Non, c'est pas ça. C'est pas Ok. ça. Tous les nouveaux partis aussi qui sont créés légalement vont participer, ils vont compétir. C'est une compétition ouverte à tout le monde. Oui, effectivement, pour les candidats indépendants, il y aura des difficultés parce qu'on dit que la liste présentée doit avoir 60% donc des sièges. C'est ça un autre problème que vous avez créé. C'est ce que je vous disais, qu'on a durci. Et on a durci, pourquoi on a durci? C'est parce qu'on a besoin de former de grands assemblées politiques à travers le pays. Et ces grands assemblées vont permettre, n'est-ce pas, au président de la République de pouvoir nommer avec facilité, de constituer facilement le gouvernement. C'est ça ce que je viens de vous le dire. Oui, et donc, les partis politiques ont cet avantage de pouvoir compétir et de se constituer à regroupement. Vous allez en vacances parlementaires, honorable, dites-nous d'abord quels sont les désirata de votre population, de Lubero, mais aussi comment comptez-vous s'y prendre? Bon, vous dites nous allons en vacances, mais je suis l'un de ceux qui ont estimé que la loi d'habilitation ne serait pas votée. Nous devrions rester en session. Nous devrions prolonger la session, telle que la loi le dit, pendant qu'il y a l'état de siège. Mais vous avez fait passer la loi d'habilitation. Je vous dis, à l'Assemblée nationale, c'est l'expression de la démocratie et la majorité. On a vu la ministre Mutombo qui vous a convaincu, persuadé même. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Ce n'est pas que nous avons été persuadés, mais c'est la dictature de la majorité. Vous estimez que pendant que nous sommes en train d'être agressés, et nous le disons tous que nous sommes agressés, nous sommes en guerre, mais les députés se disent nous allons en vacances. C'est inacceptable. Pour faire quoi? Vous allez où? Au lieu de suivre la situation chaque jour. Vous êtes l'émanation de la population. Cette population comment émergée, nous allons suivre la situation? C'est vraiment incompris. Moi, je me dis, il y a aussi un problème de la solidarité.
Alors que nous, de l'Est, nous ne saurons pas aller à vacances. Nous irons où à vacances? Où? Là où il y a l'insécurité. Là où il y a l'état de siège, où on ne sait pas faire tenir un meeting. Là où il y a la sécurité à Bunagana, une entité qui est contrôlée par le M23, est-ce que nous saurons aller là où il y a le M23? Nous ne saurons pas. Et donc quand vous me dites je vais à vacances, je ne sais pas où je vais. Je ne vais pas à vacances. Je ne saurais pas aller. Il n'est jamais temps pour mieux faire, honorable. Quel message avez-vous devant cette caméra au président Mbosso et aux besoins aux deux présidents du Parlement et au chef de l'État? Oui, je pense que il y a beaucoup de questions qui nécessitent l'implication de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, et même le président de la République, devrait convoquer une session extraordinaire, vu ce qui se passe. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport à certains accords qui seraient signés, n'est-ce pas? S'il y a des accords à signer, mais l'Assemblée doit être impliquée. Et l'Assemblée ne sera pas impliquée, est à vacances. C'est pour cela que nous, notre recommandation, c'est qu'il y ait une session extraordinaire par laquelle l'Assemblée va suivre la situation de la sécurité de notre pays alors de près. On arrive justement à la fin de cette émission. On aura un dernier mot pour ce numéro. Ah oui, pour nos téléspectateurs, nous disons merci de nous avoir suivis. Nous avons donné ce que nous pensons être notre avis par rapport à certains aspects, et ce n'est pas absolu comme nous venons de le dire. Nous sommes démocrates. Nous remercions la radio Elikia, la radio-télévision Elikia de nous avoir invités. Nous remercions les journalistes pour Charlie Moukouba, merci, oui, pour cette activité que nous venons de réaliser. Nous demandons à toute la population congolaise d'être réunie autour de la question de la sécurité à l'Est. Parce que cette question ne concerne pas seulement la population de l'Est, c'est une question nationale. Dans le principe, quand on dit la nation, nous constituons une nation, nous devons être dans la solidarité nationale et nous devons nous mobiliser tous à soutenir notre armée congolaise et à soutenir les institutions pour que les institutions arrivent à constituer une grande force pour que notre armée arrive à protéger de manière intégrale l'étendue de toute la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous les députés nationaux Kambale Mwassa Alexandre. Il est élu du territoire de Lubero au Nord Kivu. Il est du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, Burek. Regroupement politique AABC, autorité morale Julien Paloukou. Il est de l'Union Sacrée. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine avec le même plaisir. À bientôt. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.